Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 3 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le 21 février dernier, les Nigériens étaient aux urnes pour élire leur nouveau président entre le candidat du PNDS Taraya Mohamed Bazoum et celui du RDR Tchangi Mohamed Ousmane. Cette élection deuxième tour de la présidentielle a été supervisée par plusieurs structures qui ont envoyé des observateurs sur le terrain. C'est l'exemple de l'observatoire du processus électoral OPEL qui a mobilisé des observateurs sur l'ensemble du territoire national pour superviser le scrutin. Au terme des travaux, l'OPEL a dressé le rapport général de la mission. Le point dans cet élément signé Adam Ousmane et Nassar Sedou. Par cette sortie médiatique, l'Observatoire du processus électoral qui se veut un cadre composé des acteurs de la société civile. Le scrutin du deuxième tour des élections présidentielles s'est déroulé dans le calme. La participation qui a atteint 62,91% est inférieure à celle du premier tour. Cela semble s'expliquer par la déception des électeurs suite aux irrégularités commises en décembre. Les irrégularités et violences constatées sont plus graves qu'au premier tour. Un retard généralisé à l'ouverture du bureau de vote visité par nos observateurs, principalement dû au retard d'acheminement du matériel électoral et des membres des bureaux de vote, a dans certains cas réduit la durée légale des opérations de vote. Ces dernières ont parfois été compensées par un retard à la fermeture. Bien qu'elle ne soit pas généralisée, des graves violences ont marqué la journée. 8 membres de la CENI ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés dans l'attaque de leurs véhicules dans les régions de Difa et Tillabéri. Dans cette dernière région, plusieurs bureaux de vote ont également été attaqués par des individus armés et forcés de fermer leurs portes, privant des électeurs de participer au choix de l'avenir du pays. Le manque de communication sur les possibilités de vote a également créé des frustrations et tensions entre les électeurs à qui le vote a été refusé et les membres du bureau de vote. Pire, dans certains quartiers de Niamey et Zender, nos observateurs ont assisté à des empêchements de vote par la non-délivrance des documents nécessaires. Des achats de conscience en quantité moindre par rapport au premier tour ont également été constatés dans plusieurs localités du pays, où certains électeurs ont échangé leur vote ou leur carte d'électeur contre des savons ou une somme d'argent. Dans certaines communes des régions d'Agadez et de Tawa, les délégués de l'opposition ont été menacés, chassés, parfois avec violence et armes à feu, en violation du principe de représentation des partis politiques au sein des bureaux de vote. Dans ces mêmes régions, les communes affichent des taux de participation hors normes allant jusqu'à 103,7% dans la commune de Timia. Fort de ces constats, l'Observatoire du processus électoral du Niger tient à faire ses recommandations. L'OPEL émet un doute sérieux quant à la véracité des résultats et du respect des choix des citoyens nigériens. Afin que ces élections historiques soient considérées comme des élections démocratiques, l'Observatoire appelle la Cour constitutionnelle à jouer son rôle en toute impartialité dans le processus de validation des résultats en se penchant notamment sur les cas de zones où la représentation des partis politiques n'était pas assurée dans les bureaux de vote suite à des menaces et celles dans lesquelles le taux de participation sont anormalement élevés. L'Observateur demande à la CENI d'identifier et de traduire devant les juridictions compétentes les présumés auteurs de violations de la loi électorale. De plus, pour les prochaines élections, l'OPEL conseille à la CENI de différencier les votes blancs des votes nuls, afin que les observateurs puissent faire la différence entre le choix des citoyens de voter blanc et les erreurs occasionnées de vote nul. OPEL invite la CENI à mieux informer les citoyens sur les modalités de vote, notamment pour les personnes en déplacement. L'OPEL recommande aux différentes parties prenantes du processus électoral de réfléchir aux moyens d'appliquer la loi pour endiguer les achats de conscience et les autres violations lors des prochaines élections. Enfin, OPEL demande un audit du processus électoral fait par des experts
internationaux indépendants. Des recommandations qui méritent une attention particulière de l'ensemble des acteurs concernés pour éviter à la démocratie du pays des lendemains incertains. Oui, la semaine passée, Niamey était en effervescence, notamment à la suite de la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante CENI, des événements qui ont occasionné d'énormes dégâts matériels à Niamey. C'est pourquoi le mouvement tournant la page TLP Niger s'est prononcé relativement à ces manifestations, notamment ici à Niamey, la capitale. TLP Niger apporte son soutien à tous ceux qui ont vu leurs biens détruits ou vandalisés lors des manifestations. Le résumé du communiqué de presse que le TLP a rendu public avec Assama Oseidou. Tournons la page, s'inquiète de la situation née de la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le 21 février 2021, le peuple nigérien s'est exprimé à travers les urnes afin de départager les deux candidats qualifiés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Cette élection devrait conduire à la première transition par les urnes de l'histoire du Niger et a donc attiré l'attention de tous les citoyens et de la communauté internationale. Après le forum organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'entre-deux tours, plusieurs recommandations ont été faites pour améliorer le déroulé du deuxième tour des élections présidentielles et corriger les imperfections qui ont caractérisé le premier tour. Outre les recommandations issues du forum de la CENI, les partis politiques de l'opposition et la société civile à travers le rapport de l'OPEL ont également demandé la sécurisation de certaines zones où la tenue d'un vote équitable semble presque impossible. Des urnes braquées, des électeurs agissant comme des grands électeurs, des chefs traditionnels et religieux qui agissent au nom et pour le compte de tout le monde, des urnes bourrées et des remplacements de procès-verbaux à la sortie des bureaux de vote. Ces agissements gravissimes auraient dû attirer l'attention des hautes autorités de la République afin de sécuriser le scrutin du 21 février 2021. Pire, à ces ajustements s'ajoutent des appels à la haine provenant des deux camps et d'autres violations graves du code électoral et de la Constitution. Si les discours dits haineux ont été condamnés par le bureau du ministère public, qui n'a pas tardé à rappeler les dispositions du code pénal sanctionnant ces actes, rien n'a été fait en revanche pour lutter contre les autres formes de distorsion du processus électoral. L'application sélective de la loi est un facteur important de violence électorale, surtout dans le contexte politique déjà polarisé et tendu du Niger. Bien que la CENI ait annoncé avoir travaillé à l'éradication des irrégularités, des graves manquements et violences ont caractérisé le scrutin du second tour. Ces dernières ont donné lieu à des manifestations spontanées suite à la proclamation des résultats globaux provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, déclarant provisoirement Mohamed Bazoum vainqueur avec 55,75% des voix. L'opposition rejette en bloc les résultats et revendique la victoire de Mohamed Ousmane avec un score de 50,30%. Le pouvoir en place a procédé alors de nombreuses arrestations et à la restriction des libertés individuelles par la coupure de réseau Internet depuis le mardi 23 février à minuit. Face à cette situation inédite dans l'histoire du Niger, TLP Niger rejette toute forme de violence d'où qu'elle vienne tendant à détruire les biens publics et privés. Présente ses condoléances aux familles endeuillées suite aux pertes en vies humaines subies pendant le scrutin et lors des événements ayant suivi la proclamation des résultats. Apporte son soutien à tous ceux qui ont vu leurs biens détruits ou vandalisés lors des dites manifestations. Demande au ministre de l'Intérieur de cesser immédiatement les arrestations et les persécutions des militants et des leaders politiques afin de faire descendre rapidement la tension. Encourage la Cour constitutionnelle à jouer son rôle primordial en matière électorale de manière totalement indépendante afin que la volonté populaire soit respectée.
informe l'opinion nationale et internationale de son intention de s'associer aux organisations de la société civile pour porter plainte contre l'État et les compagnies de téléphonie ayant coupé sans préavis la connexion Internet. Fustige le 2 poids 2 mesures du ministère public en concernant la poursuite des actes frauduleux en lieu avec le processus électoral. Exige la libération de tous les détenus politiques. C'était là donc la teneur du communiqué de presse rendu public par le mouvement Tournons la page sur les événements de Niamey suite à la proclamation des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Plus d'une semaine déjà que la connexion a été suspendue ici au Niger à la suite de ces manifestations de Niamey. Une coupure d'Internet qui cause beaucoup de désagréments à la population, particulièrement aux clients des banques qui ont du mal pour percevoir leur salaire. Ils l'ont dit au micro de nos confrères du studio Kalongo. Je viens d'arriver, je suis partie à la rive droite, j'ai trouvé que la banque est fermée. Quand je suis venue ici, là aussi je trouve tout un afflux. Apparemment c'est difficile. Je risque de passer toute une journée ici pour pouvoir toucher mon salaire. Je suis venu, ça fait à peu près 2 jours qu'on a envoyé de l'argent à ma mère et puis on n'arrive pas à récupérer l'argent. Actuellement, moi je suis à peu près une dizaine des agences, mais elles sont fermées. C'est lié à la coupure de connexion. Il n'y a plus de connexion ici à Niamey. Même pas à Niamey seulement, presque toutes les autres régions. C'est lié au niveau aux différentes manifestations. Parce que le gouvernement actuel pense que bon, les réseaux sont en train de pousser comme les gens. Moi, je suis là depuis 6h30. Depuis 6h30, je n'ai pas été servi. On ne se convient pas que c'est, comment est-ce qu'on appelle ça, il y a l'insécurité. On ne condamne pas la banque d'un seul coup, mais aujourd'hui, si dans les 24 heures, 48 heures, ça dépasse ces délais, mais c'est du chaos. Parce que tu as besoin de ton salaire pour aller travailler, pour aller nourrir ta famille. Tu dois aller travailler ou tu dois venir chercher ton salaire. Lequel tu dois faire? Ton salaire, il est bloqué. Comment tu dois faire? La restriction de la connexion Internet au Niger a créé également des désagréments aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui se voient bloqués aussi dans leurs travaux de recherche. Réaction de la responsable du programme d'accompagnement Kolapa SME est toujours avec nos confrères du studio Kalongo. Effectivement, on a 5 projets lauréats au Niger. Je suis vraiment très fière de pouvoir travailler avec eux, ce qui m'impressionne beaucoup. Alors nous, le digital, ce n'est pas du tout un critère de sélection pour nous, mais c'est-à-dire qu'on a effectivement 4 projets sur 5 qui portent une application. Donc ça montre également l'engouement, le dynamisme et l'innovation de ces jeunes acteurs ici, qui du coup résolvent des problèmes importants de société grâce au numérique, qui va peut-être pouvoir accélérer leur impact. Donc on a des projets qui visent à accompagner des filles qui du coup sont discriminées à cause de... qui visent à accompagner des filles qui du coup ont du mal à avoir accès à l'école à cause de leur menstru. On a un projet qui vise à enregistrer les naissances et à faire des conseils en vaccination. Un autre projet qui vise à faciliter le travail des médecins à l'hôpital en leur fournissant un système intelligent de traitement de l'information. On a également un projet qui est là pour sensibiliser à la malnutrition grâce à un système de jeu. Et finalement un projet qui est là pour suivre les grossesses, pour aider le suivi des grossesses grâce à une application. Ils vont recevoir un accompagnement complet sur 6 mois, donc à la fois des formations, du coaching et du financement. Leur impact, c'est que leur projet va pouvoir devenir indépendant au bout des 6 mois, avoir un impact social, économique sur les populations locales, et aussi pourront dupliquer ce qu'ils ont appris dans le collab pour scaler, donc faire grandir leurs solutions ici au Mali et au Niger. Vraiment, ce qui est important dans notre programme d'accompagnement, c'est le côté user-centric, ce qui veut dire centré sur la cible et l'utilisateur, qui leur permet de sortir des solutions innovantes, vraiment en phase avec les besoins des populations ici. Et nous venons de l'apprendre à l'instant que le candidat du RDR, Tchangi Mahamana Ousmane, a quitté son fief de Zander pour Niamey. Autre aspect de cette édition, don de matériel informatique et bureautique ce mercredi au service déconcentré de la médiature de la République du Niger. Un geste salutaire du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAFA. Ce don d'une valeur de plus de 7,5 millions de francs CFA a été réceptionné par le médiateur de la République du Niger, Maître Ali Sirfi Mega. Précision avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema.
C'est dans le but de renforcer la capacité des citoyens aux moins de services de sécurité et de justice responsables que ce lot important, composé de matériel informatique, de bureaux et d'engins roulants, a été offert au service déconcentré de la médiature de la République, une initiative du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Genève. Dans le souci de mieux faire les choses, après une année de mise en œuvre de ce manuel, une évaluation a été menée afin de recueillir les impressions des bénéficiaires du manuel. C'est grâce à cette évaluation qu'il a été constaté une insuffisance en matériel pour le bon fonctionnement de certaines délégations régionales. Et c'est pour répondre à ce souci que le DECAF a voulu apporter sa modeste contribution en matériel pouvant permettre à vos services Excellence, les services déconcentrés, de mieux fonctionner. Ce don en matériel est d'une valeur de 7 500 000 et est composé de matériel bureautique et roulant. Nous avons pu l'avoir grâce à l'accompagnement financier du ministère allemand des Affaires étrangères. Nos sentiments de reconnaissance les plus importants. Ce don, composé de 9 ordinateurs et de leurs accessoires, de motos et autres matériels bureautiques, n'a pas laissé indifférent le médiateur de la République. Les interventions de DECAF à nos côtés sont nombreuses et multiformes et dénotent, s'il en faut, toute la grandeur de leur mission pour la paix et la sécurité dans notre pays. Nous n'avons pas encore fini de le remercier pour ses actions remarquables que voici qu'il récidive et revient au galop vers nous avec le don inestimable que nous avons l'honneur de réceptionner aujourd'hui. Monsieur le coordinateur DECAF, Mesdames et Messieurs du DECAF, vous dire simplement merci ne suffit pas à exprimer la profondeur de ma reconnaissance. Mais je cherche encore les mots qui conviennent. Ne les trouvant pas, je ne puis que me résoudre à vous demander de recevoir à mon nom et au nom de tous mes collaborateurs nos sentiments de gratitude infinie, tout en vous assurant de notre amitié sincère et de notre attachement profond à toutes les actions salvatrices que vous menez chez nous et ailleurs. Merci encore pour tout ce que vous faites et que, soyez-en rassurés, nous n'oublierons jamais. Le DECAF met en œuvre depuis 2014 un programme pour le renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité afin de permettre aux différents acteurs intervenant dans le domaine de jouer pleinement leur rôle. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes édition 2021, l'ONG FAD Niger a organisé hier une conférence débat à son siège. Donc, la conférence a porté sur le leadership féminin. Cette conférence a été suivie et résumée par nos reporters Hamza Sakou et Abakar Soleil. C'est autour du thème « Participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, leadership féminin efficace en vue d'aboutir à un avenir égalitaire » que s'est tenue cette conférence débat. Celle-ci, organisée par l'ONG Femmes, Action et Développement, a regroupé des femmes candidates aux élections passées au Niger. Avec vous, FAD a appris aussi des leçons, a tiré des leçons à travers, en tout cas, la mise en œuvre de ces projets. Cela nous permettra de bien planifier ou bien mettre en œuvre les prochaines activités ou projets que nous aurons à faire dans les années antérieures. C'est pas une défaite, l'échec, c'est pas une fatalité comme on a toujours eu à le dire. On a 5 années encore devant nous, Inch'Allah, si Dieu le permette. Et c'est dès maintenant que nous allons préparer ces élections. Parce que les leçons que nous avons tirées, malheureusement, il y a certaines femmes qui se sont décidées à la dernière minute, qui n'ont pas bien préparé le terrain. Donc c'est tout à fait normal qu'on se retrouve à un résultat pas très satisfaisant. Pour pallier à cela, nous allons dès maintenant commencer à préparer les candidates
pour qu'elles gagnent le terrain, leur localité, avoir beaucoup plus confiance, gagner la confiance de leur électorat et se positionner dans les partis politiques. Annabelle, partenaire clé de l'ONG FAD, se félicite et réitère l'importance qu'il accorde au leadership féminin. Alors, Annabelle, l'organisation à laquelle j'appartiens, évidemment, sinon je ne serais pas ici avec mes collègues qui sont là, attache beaucoup d'importance à tout ce qui est égalité de genre, hein, tout ce qui est les droits des femmes, les jeunes filles. Et comme on vient de dire aussi, il y a le décret de la jeune fille hein, qu'on a voté. Là aussi, c'est une lutte qui continue. Il faut le mettre en application. Oui. Parce que c'est les jeunes filles qui vont prendre la relève. Hein. Et je suis contente de voir ici quand même les jeunes générations. Hein. Mais vraiment, la jeune fille doit être scolarisée. Elle doit pouvoir prendre ses droits et faire respecter ses droits. Ces femmes leaders en politique ont témoigné des expériences vécues, mais aussi des leçons tirées de ce processus électoral. En prélude à la 9e édition de la soirée de gala Hadiland Création, un point de presse a été conjointement animé ce matin par l'initiatrice et ses partenaires pour faire le point des préparatifs. Cette édition mettra plus d'accent sur les femmes. Précision avec Ibrahim Ousmane. C'est en prélude à la 9e édition de la soirée de gala que Hadiland Création a tenu cette rencontre avec les médias afin d'apporter quelques précisions sur l'événement. Occasion saisie par Hadiz Ahmad Maïga, responsable à Hadiland Création, de souligner la particularité de cette 9e édition qui mettra beaucoup plus l'accent sur les femmes stylistes. Le thème de cette année repose sur la paix et la cohésion sociale. Donc nous sommes pour un Niger de paix et de tolérance. Nous essayons à chaque année d'inviter des jeunes stylistes à se faire connaître. La particularité de cette année, c'est que c'est uniquement des stylistes femmes que nous avons choisis, parce que qui mieux que la femme peut porter le message de la paix et de l'amour. Comme à l'accoutumée, Hadiland Création bénéficie de l'accompagnement du Niger Télécom et d'Elite Média, dont les représentants n'ont pas manqué d'encourager la bonne dame pour ses multiples prestations tendant à renforcer la paix et la cohésion sociale. Nous sommes une société citoyenne qui encourage l'entrepreneuriat au Niger, que ce soit l'entrepreneuriat des jeunes, que ce soit l'entrepreneuriat des femmes, des vieilles personnes. Toujours est-il que nous sommes là pour accompagner toutes les bonnes actions, toutes les bonnes œuvres du pays. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de Hadiland. Nous l'avons toujours été, nous continuerons à l'être et à être toujours présents pour vous accompagner, vous et les autres aussi qui ont des événements à organiser. Ça fait plaisir d'être là, de pouvoir une fois de plus apporter notre soutien à ce que Hadiz a fait depuis maintenant pratiquement 10 ans. C'est la 9e édition, mais ça fait presque 10 ans que Hadiz s'est donné comme credo de magnifier la femme et de donner l'occasion au public de découvrir des artistes peut-être qu'il n'a pas toujours la chance de découvrir. Et nous, en tant qu'Elite Média, on a toujours été ouverts dans tout ce qui concourt à la promotion de la culture nigérienne. Cette soirée que nous allons avoir ce vendredi sera une autre occasion de voir les Nigériens de tous les bords, de toutes les ethnies se rassembler. Cette 9e édition qui se tiendra le vendredi 5 mars 2021 au niveau de l'hôtel de Ronier verra la participation de plusieurs artistes locaux, de l'humoriste Waniski Montana, Bombino, Rogaroga et Aïchat Ali, Dete Dankwali du groupe Soga. Assalamu alaikum bani nirigaba rahmatullahi laiya arziki. Direction la salle de la maison de la presse qui a servi de cadre ce matin à un atelier de formation, un atelier de renforcement des capacités sur la vie associative et redynamisation des organisations socio-professionnelles des médias. Un atelier de 2 jours organisé par la maison de la presse avec le financement du Royaume Danemark à travers l'ONG Oxfam. Le compte rendu avec Nafissa Yahaya et Chef Gusso. Vie
associative et redynamisation des organisations socio-professionnelles des médias, c'est sur cette thématique que se tient cet atelier de renforcement de capacité organisé par la Maison de la Presse à l'intention de ses membres. Un atelier qui rentre dans le cadre du projet Liberté Presse dont a bénéficié la Maison de la Presse. L'objectif général de ce projet est le renforcement des capacités de la Maison de la Presse pour une presse libre et indépendante. Parmi les activités programmées, il y a cet atelier de renforcement des capacités des organisations socio-professionnelles membres de la Maison de la Presse en vie associative. L'objectif visé est la redynamisation de ces structures pour mieux faire face aux défis d'une presse libre et indépendante. Le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse a par ailleurs rappelé les activités qui ont d'ores et déjà été réalisées dans le cadre de ce projet et celles en cours. Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités ont d'ores et déjà été réalisées. On peut citer entre autres une formation des journalistes sur la couverture médiatique des élections à Maradi, 2 formations de journalistes à Zender et Tawa sur la couverture et la résolution des conflits en période électorale. Formation organisée entre novembre 2020 et février 2021. D'autre part, d'autres activités seront organisées, notamment de formations thématiques pour les OPV en cadrage et montage, mais aussi la révision de la charte des journalistes professionnels du Niger et sa vulgarisation. Notons que cet atelier, qui va durer 2 jours, a été financé par le Royaume du Danemark à travers Oxfam. Merci Nafissa Bihaya. Nous en venons à présent à notre rendez-vous hebdomadaire. La chronique juridique, elle parlera aujourd'hui de la garde à vue. Comme vous le savez, à la suite des manifestations de la semaine dernière, à Niamey, plusieurs personnes ont été interpellées et placées à garde à vue. La garde à vue, c'est un thème qui sera développé par Maître Nebi Amani Mustafa. Il est avocat à la cour. Très bonne réception. Il faut rappeler que la garde à vue, c'est une mesure qui permet à un officier de police judiciaire de détenir une ou plusieurs personnes, soit à des faits d'enquête, soit parce qu'il existe des éléments, des indices graves et concordants à l'égard de ces personnes. L'objectif étant d'empêcher cette personne de faire disparaître des preuves, de faire pression sur des témoins, ou à tout le moins de fuir la justice. Seul l'officier de police judiciaire peut garder une personne à vue. Les personnes qui ont compétence ou qui ont cette qualité d'officier de police judiciaire sont définies par l'article 16 de notre code de procédure pénale. Je disais tantôt que c'est des indices graves et concordants qui, le plus souvent, amènent l'officier de police judiciaire à garder une personne à vue. En dehors de cette personne, aucune autre personne, je dis bien, ne peut retenir une personne qu'aucune infraction lui est reprochée. Il faut d'abord, au préalable, avoir cette qualité d'officier de police judiciaire. La garde à vue est bien évidemment bien encadrée par la loi. Les délais en sont prévus, les droits sont reconnus à la personne gardée à vue et l'auteur, disons, la personne qui met cette personne à garde à vue a aussi des devoirs. Pour ce qui est du droit commun de la garde à vue, c'est l'article 71 de notre code de procédure pénale qui parle de cela, qui nous dit si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de 48 heures. Passé ce délai, il doit les relâcher ou
les conduire devant le procureur de la République. Toutefois, le procureur de la République peut accorder l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder 48 heures. C'est cela le principe. Une personne ne peut être gardée à vue plus de 48 heures, renouvelable une seule fois. Eh bien, il y a des exceptions qui ont été prévues à côté de ce principe de 48 heures renouvelable une fois, qui ont été prévues par la loi. D'abord, il s'agit du cas de l'infraction de terrorisme. En matière de terrorisme, c'est l'article 605.5 qui nous dit que la garde à vue en cette matière est de 15 jours. 15 jours renouvelable une seule fois. Et on dit, par autorisation écrite du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ou du juge d'instruction de la dite juridiction. Il y a aussi une exception en matière de drogue. En la matière, la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une fois, là aussi sur autorisation écrite, je dis bien, du procureur de la République. Donc, à entendre par autorisation écrite, le procureur ne peut pas prendre son téléphone, ou le PJ ne peut pas prendre son téléphone pour dire au procureur que j'ai gardé telle personne à vue, le délai ayant dépassé, est-ce que je peux reconduire ou prolonger, autant pour moi, cette mesure? Il peut le faire, mais il reste dans la violation de la loi. Donc, à la matière, on dit, à côté de cette première prolongation de 48 heures, eh bien, une deuxième prolongation écrite peut être accordée dans les mêmes conditions, mais pour une durée qui ne peut excéder 24 heures. Donc, là même, l'autorisation doit être écrite. À côté de ces deux exceptions, il y a la situation particulière du mineur. Parce qu'il faut retenir que depuis un certain temps, à l'échelle internationale, tout comme à l'échelle nationale, autant de lois sont intervenues pour protéger cet être fragile. C'est pourquoi au Niger, il y a la loi 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions du mineur, qui nous précise que le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Mais à côté, on dit qu'il peut être mis à la disposition d'un officier de la police judiciaire avec l'accord écrit du procureur de la République, sans être placé en chambre de sûreté. Mais même dans ce cas, je dis bien, le délai ne peut dépasser 12 heures. Il y a la situation du mineur âgé de 13 à 18 ans. Certes, il peut être placé en garde à vue, mais il ne peut pas être mis en chambre de sûreté avec les majeurs. Et la particularité, c'est que pour ce mineur placé en garde à vue, aussitôt que l'officier de la police judiciaire le met en garde à vue, il doit, je dis bien, il doit informer ses parents. Il doit commettre par voie de réquisition un médecin qui doit examiner le mineur, conformément à l'article 71 du Code de procédure pénale. Il doit, dans les mêmes conditions, aussi commettre un travailleur social qui doit faire une enquête sociale et de personnalité sur le dit mineur. Tout cela, c'est pour protéger cet être plus fragile. Et mieux encore, le mineur gardé à vue a droit à l'assistance d'un conseil.
C'est cela que je trouve inadmissible. Le législateur s'est donné cette peine pour accorder cette protection très élevée aux mineurs. Parce qu'aujourd'hui, l'assistance d'un conseil, c'est vraiment indispensable et capital. Eux, c'est même une obligation de par la loi. Qu'un mineur ne peut pas être gardé à vue sans qu'on puisse lui choisir un conseil. C'est l'article 10 de la loi 2014 déterminant le fonctionnement et la procédure à suivre devant les juridictions de mineurs qui nous dit cela. Si le mineur n'a pas cette possibilité de désigner par le biais de ses parents un conseil, eh bien, on dit l'officier de la police judiciaire doit immédiatement rendre compte au procureur pour lui dire que j'ai gardé dans mes locaux un mineur, il n'a pas un conseil qui l'assiste, de bien vouloir informer le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour l'assister. C'est une obligation légale. Mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, aujourd'hui, vous allez faire le tour des différents locaux où on peut faire des gardes à vue. Vous n'allez jamais rencontrer une telle situation où un mineur est interpellé, où on demande au procureur de la République de bien vouloir saisir le juge des mineurs pour désigner un conseil commis d'office. Parfois, on le fait assister juste pour l'entendre par ses parents. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit droit à l'assistance d'un conseil. Et plus loin, on nous explique que si le mineur n'a pas les moyens pour prendre un conseil, aussitôt on rencontre au procureur de la République qui saisit le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour assurer la protection de cet être plus fragile. Et mieux encore, cette loi nous dit le mineur victime ou témoin doit tout autant être assisté. Donc ce n'est pas que ce mineur-là qu'on soupçonne d'avoir commis une infraction. Non, même ce mineur victime ou témoin a droit à l'assistance d'un conseil. Et les personnes gardées à vue ont autant de droits aussi. Parce que, aussitôt qu'une personne est gardée à vue, l'officier de la police judiciaire doit, dans une langue que la personne maîtrise, lui faire comprendre ce pourquoi la personne est là. Ce qui lui est reproché exactement. S'il décide de le garder à vue, il doit l'informer qu'il est gardé à vue à compter de telle heure. Il doit aussi lui informer la durée de cette garde à vue-là. Il doit, dans les mêmes conditions, commettre un médecin pour examiner la personne, pour vérifier son état avec la garde à vue. Parce qu'aujourd'hui, il se peut que c'est une personne qui est atteinte, par exemple, du diabète ou bien d'autres maladies qui ne permet pas de les garder dans certains locaux. Eh bien, tout cela, on doit vérifier. Parce qu'au-delà de la commission de l'infraction, c'est des êtres humains qui ont des droits inaliénables qu'on est en train de garder. Donc, il faut les mettre vraiment dans cette protection que la loi leur accorde. Eh bien, à côté de tout cela, l'officier de la police judiciaire doit permettre à la personne d'informer sa famille et son employeur. Si c'est une personne étrangère, eh bien, on doit lui permettre d'informer le consulat de son pays pour qu'on sache les conditions dans lesquelles la personne se retrouve. On doit aussi l'informer de son droit de répondre aux questions qui lui seront posées et lui dire que s'il veut, il peut garder le silence. Mais à côté de tout cela, je dis bien, on doit informer la personne de son droit
de prendre un avocat. Avant l'avènement du règlement 5/2002 de l'UEMOA, en fonction de l'infraction, si c'est le droit commun, c'est à partir de la 24e heure. Si c'est pour l'infraction de drogue, c'est à partir de la 48e heure et l'infraction de terrorisme. Mais avec le règlement de l'UEMOA, on dit dès l'interpellation. Donc, avant même d'amener, par exemple, si la personne a été interpellée à son domicile ou à un autre lieu, avant même de l'amener dans leurs locaux, on doit l'informer de son droit de prendre un avocat. Mais à côté de tout cela, il y a une seule exception prévue par la loi où expressement on dit bien qu'une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. C'est en matière d'infraction sur le délit de presse. Donc en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Aussi, la garde à vue ne peut être opérée dans ces conditions. Mais là, la loi n'a pas défini ce qu'il faut entendre par délit de presse. Seulement là, il faut se retourner dans les infractions prévues dans l'ordonnance 2010-37 du 4 juillet 2010. Pour toutes ces infractions, une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. La garde à vue, c'est vraiment un pouvoir discrétionnaire de l'officier de police judiciaire, surveillé par le procureur de la République, qui est encadré strictement par la loi, qui reconnaît des droits et des obligations aux personnes gardées à vue.